On est ensemble jusqu'à 21h. N'oubliez pas le hashtag CNews ou encore IFEP, IFEP. On est toujours avec Mathieu Bock-Côté qui est penseur et essayiste et bien sûr avec Arthur de Vatrigan qui est cofondateur de l'Incorrect. Je vous le disais tout à l'heure, un samedi passé sous le signe de la contestation, anti-vax, anti-pass, mobilisation à Paris mais aussi en province avec près de 90 000 personnes qui étaient mobilisées aujourd'hui. Il faut dire que la petite phrase d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés, eh bien, n'a pas calmer les esprits. La mise en place du pass vaccinal est désastreuse pour les libertés publiques. C'est le sentiment de notre invité, François-Xavier Bellamy. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Merci député européen des Républicains. C'est votre invité, Mathieu Bock-Côté. Mais pourquoi l'avoir invité ? Dans ce débat qui aujourd'hui traverse la société française sur le passeport vaccinal, rares sont ceux dans la classe politique qui ont pris la peine d'examiner les fondements de cette querelle, ce que ça dévoile comme modèle de société à venir. Plusieurs options sont présentes, mais François-Xavier Bellamy, dès le début, a cherché à examiner la question du point de vue, je dirais, de ses fondements philosophiques, des fondements politiques de ce passeport vaccinal et de ce qu'il annonce. Alors, je le reçois pour cette question. François-Xavier Bellamy, bonjour. Bonjour. Alors, question première, tout simplement. À plusieurs reprises, vous avez marqué votre méfiance, votre critique du passeport vaccinal. Donc, on connaît les raisons, je vais dire circonstancielles, mais fondamentalement, quelles sont les raisons, je dirais, philosophiques ou les raisons fondamentales qui vous poussent à vous méfier de ce passeport et surtout de ce qu'il annonce? Pas seulement du passeport vaccinal, du passeport sanitaire. Déjà en juillet, je crois que cette manière de répondre ne correspond pas à ce qu'une démocratie doit mettre en œuvre pour faire face à la crise que nous traversons. Et de fait, le sujet n'est pas, je reviens sur l'assimilation ou la conjonction que vous évoquiez à l'instant. Le sujet n'est pas la question du vaccin. Le vaccin est utile pour prévenir les formes graves de cette maladie. En fait, vous n'êtes pas contre la vaccination. Donc, on peut tout à fait être hostile au pass sanitaire, au pass vaccinal, sans être hostile à la vaccination en général et dans cette épidémie en particulier à son efficacité. En tout cas, pour ceux qui sont à risque de faire des formes graves. Ce qu'on voit en revanche, ce qu'on sait parfaitement, c'est que le vaccin n'empêche pas d'être contaminé, de transmettre le virus. Et par conséquent, il y a quelque chose qui me paraît aberrant d'abord d'un point de vue sanitaire. Si on veut que les personnes les plus à risque se vaccinent, et aujourd'hui on est l'un des derniers pays en Europe pour la vaccination des personnes vulnérables, ce n'est évidemment pas avec cet outil qu'on va y parvenir. Qui est vulnérable ? Ce sont d'abord les personnes âgées. L'âge moyen des décès du coronavirus est de 82 ans dans notre pays. Or, ceux qui ont le plus besoin d'un passeport sanitaire sont ceux qui ont le moins besoin d'être vaccinés. Ce sont les jeunes, ce sont les actifs. Ceux qui ont en revanche le plus besoin d'être vaccinés sont ceux qui, parce qu'ils sont retraités, parce qu'ils sont âgés, ont le moins besoin d'un passeport vaccinal. Donc il y a une espèce d'absurdité, d'abord, quelque chose que je n'explique pas dans l'efficacité du dispositif. Et surtout, et c'est là le plus important, je crois que nous rentrons dans une transformation complète de ce qu'on pourrait appeler l'esprit des lois en démocratie. La démocratie consiste à faire face aux nécessités du bien commun en s'imposant collectivement des obligations. Et ces obligations sont décidées par le législateur qui fixe la loi. Et à la loi commune, tout le monde doit se conformer. Et pour ce qui n'est pas obligatoire au sens de la loi, eh bien, les citoyens sont libres. Et par défaut, la liberté prévaut dans une société démocratique. Or ici, le vaccin n'est pas obligatoire, mais vous êtes en permanence contraint par les multiples brimades, parce que c'est de cela qu'il s'agit, qu'organise autour de vous ce pass, en quelque sorte, qui fait que partout vous vous heurtez à des frontières si vous n'êtes pas vacciné, si vous n'êtes pas détenteur d'un pass sanitaire. La transformation du pass sanitaire en pass vaccinal montre bien ce dont il s'agit. C'est-à-dire que le pass sanitaire pouvait encore se fonder sur le prétexte de limiter la circulation du virus. Mais un test négatif, il parvient exactement de la même manière. Quelqu'un qui a été testé négatif, c'est ce que le Conseil d'État avait dit il y a quelques mois, le test négatif doit faire partie du pass sanitaire, parce que quelqu'un qui montre qu'il n'est pas porteur de la maladie ne peut pas faire circuler le virus. Aujourd'hui, on se comporte avec les non-vaccinés comme s'ils étaient devenus les boucs émissaires de tous les échecs collectifs que ce gouvernement est en train de démontrer. Et de fait, il est tout à fait stupéfiant d'entendre le président de la République lui-même employer des mots qui sont d'abord d'une grossièreté évidemment indigne, mais aussi d'une violence incroyable à l'égard d'une partie de la population qui pourtant n'a manqué
a aucune obligation légale. Aucune obligation légale. Ce qui veut dire en fait qu'à travers ce dispositif, on rentre dans un autre modèle de société. Vous avez raison de le dire, c'est d'une question de modèle de société qu'il s'agit. Un modèle de société qui n'est plus celui d'une démocratie qui fixe par la loi des obligations explicites auxquelles chacun se conforme et que l'État fait appliquer, mais un modèle de société qui est celui du contrôle social, si vous voulez, tel qu'il se développe aujourd'hui, par exemple en Chine, dans lequel, selon les comportements que l'État souhaite vous voir adopter, vous serez plus ou moins bien reconnu, plus ou moins bien évalué, et vous aurez plus ou moins droit au plaisir de l'existence et à la possibilité de mener une vie qui soit libre. Et ce modèle de société, non, je le dis très simplement, en effet, je n'en veux pas. Et je crois que nous avons le devoir de faire face à une crise en montrant que dans une démocratie, des principes s'imposent à nous qui ne doivent pas être remis en cause, quelle que soit la gravité réelle de ce qui est en train de se produire dans notre pays. Eh bien justement, nous reviendrons sur la question du modèle à la chinoise qui semble vous inquiéter, qui semble en inquiéter plusieurs, mais de manière tout à fait prosaïque. Nous sommes dans une crise majeure qui a déstabilisé l'ensemble de nos sociétés, qui a déstabilisé le système hospitalier, qui fait en sorte que nos sociétés se sentent fragilisées profondément. Est-ce que le propre de l'état d'exception dans nos sociétés, ce n'est pas de justifier des mesures exceptionnelles? Et de ce point de vue, je me place du point de vue du pouvoir pour la fin de l'argumentation, est-ce que du point de vue du pouvoir, le passeport sanitaire d'abord, vaccinal ensuite, aussi désagréable soit-il, ou représente-t-il un empiètement sur les libertés? Très bien. Mais du point de vue du pouvoir, dit c'est l'instrument d'exception désagréable mais nécessaire pour accélérer la sortie de la crise. Entendez-vous cet argument et qui répondez-vous? D'abord, la première chose qu'on peut dire, c'est que nous nous sommes de plus en plus habitués à vivre dans un état d'exception. La France vit en état d'urgence depuis des années maintenant, et c'est quelque chose qui doit interroger nos démocraties. Autour des lois sur le terrorisme. Giorgio Agamben, qui est un philosophe italien qui aujourd'hui travaille sur cette question de la transformation de notre rapport à la loi, montre à quel point l'exception est devenue la règle. Et c'est un problème en réalité. Lui, c'est autour de la question du terrorisme à l'origine, sa réflexion. Oui, mais de fait, c'est un sujet qui dépasse la question de la crise sanitaire. Et je pense que ce que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui dépasse aussi la question du coronavirus. D'ailleurs, le pass tel que nous sommes en train de l'adopter, la vérité, c'est qu'il serait réplicable dans une très grande quantité de cas. Demain, on nous dira peut-être, si vous voulez, que si vous êtes fumeur, vous avez plus de chances de rentrer et d'encombrer le système hospitalier. Et par conséquent, peut-être devrait-on mettre encore une fois, des points sociaux en moins à ceux qui continuent de fumer. Dans votre pays, cher Mathieu, on est en train de réfléchir aujourd'hui à interdire la consommation d'alcool aux non-vaccinés. C'est une manière, encore une fois, le président de la République l'a dit lui-même, il ne s'en est pas caché, c'est juste une manière d'emmerder, c'est-à-dire, je reprends ces mots, pardonnez-moi, j'en ai presque honte, mais c'est une manière de brimer, une manière de punir, une manière de sanctionner, de faire sentir leur indignité à des citoyens qui pourtant, je le répète, n'ont violé aucune obligation. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres solutions? Mais bien sûr que oui. D'abord, je le redis, encore une fois, je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une sorte d'ineptie sanitaire dans donc pour vous, d'abord et avant tout, il est inefficace en tant que tel. Le vrai sujet, c'est d'aller, me semble-t-il, je ne suis jamais rentré dans les débats médicaux depuis le début de cette pandémie parce que je ne suis pas un spécialiste de la médecine. Je parle pas du vaccin, le passeport en tant que tel vous semble inefficace dans la lutte contre l'épidémie. Je prétends pas à une connaissance que je n'ai pas, à une compétence qui n'est pas la mienne. Mais simplement, avec mon simple bon sens de citoyen, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on fasse porter l'effort de vaccination, on fasse peser la contrainte sur des jeunes, sur des adolescents, sur des actifs qui, pour beaucoup d'entre eux, statistiquement, ne risquent rien ou presque rien de ce virus. La vérité, c'est qu'encore une fois, il faudrait s'inquiéter de ce que nous sommes l'un des derniers pays en Europe pour la vaccination des personnes vulnérables. Et ces personnes vulnérables sont celles à qui le pass vaccinal fera le moins d'effet, celles qui seront le moins convaincues d'aller se faire vacciner à cause de la mise en œuvre de ce pass. Donc, je ne comprends pas en fait la stratégie. Je ne comprends pas la stratégie purement épidémiologique. Et je pense que d'autres pays en Europe, d'ailleurs nous sommes l'un des seuls à mettre en œuvre ce dispositif, prenez par exemple l'Espagne. Isabel Díaz Ayuso, la présidente de la région de Madrid, aujourd'hui, elle a fait le choix exactement inverse. Vacciner de manière déterminée, en mobilisant les médecins de ville, la médecine libérale, aller chercher tous ceux qui sont à risque de faire une forme grave du coronavirus. Et aujourd'hui, dans la région de Madrid, près de 100% de ces personnes sont vaccinées. Et ensuite, eh bien, ne pas imposer de restrictions particulières et faire le pari, justement, de cette espèce d'intelligence collective. Et aujourd'hui, il n'y a aucune raison de penser que les Espagnols s'en sortent moins bien que nous sur le plan de la lutte contre l'épidémie. Je reprends votre formule, une société à la chinoise. C'est une formule qui circule depuis quelque temps. Elle a été utilisée par plusieurs figures politiques, par des intellectuels. Qu'entendez-vous quand vous parlez d'une société à la chinoise? Parce que, vu de loin, on se dit les sociétés occidentales sont encore très, très
très loin du modèle chinois, qui est un modèle totalitaire, qui est en plus ancré dans une culture qui était très collectiviste, plus le totalitarisme propre au communisme. On est quand même assez loin de ce modèle. Pourtant, vous utilisez cette formule. Que représente-t-elle pour vous? Bien sûr, on en est loin et je ne confonds pas tout, mais je constate qu'on va très vite. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la rapidité avec laquelle des lignes rouges fixées par les autorités elles-mêmes et parfois par les autorités judiciaires les plus importantes dans notre pays sont successivement abandonnées par ceux-là même qui les posaient. Ce n'est pas moi, c'est le président de la République qui avait dit qu'on on n'utiliserait jamais le vaccin pour discriminer les gens. C'est le ministre de la Santé qui disait que le principe du pass sanitaire n'était pas du tout son intention. C'est le Conseil d'État qui disait qu'on ne pouvait pas instaurer d'obligations déguisées et que c'est la raison pour laquelle un pass sanitaire dans lequel n'entrerait pas la possibilité d'un test négatif serait évidemment contraire à notre Constitution. Et aujourd'hui, le même Conseil d'État abandonne, avec une espèce de simplicité désarmante, cette ligne rouge qu'il fixait lui-même. Là encore, je ne suis pas professionnel du droit. Je ne prétends pas interpréter la Constitution. Ce que je constate, ce n'est pas que le Conseil d'État contredit la Constitution, c'est que le Conseil d'État, en quelques semaines, se contredit lui-même. Or, nous parlons de points de repère qui sont absolument fondamentaux. Et je crois que les principes comptent dans une démocratie. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s'est fait, disent les journalistes, une spécialité de répéter dans ses interventions auprès des médias que par principe, rien n'est exclu. C'est sa formule. Quand on lui demande est-ce que vous allez faire ceci, est-ce que vous allez, par exemple, refaire un nouveau confinement, est-ce qu'il faut... Il répond toujours, c'est sa formule, par principe, rien n'est exclu. Je pense que cette phrase est extrêmement inquiétante. Parce que de fait, dans une démocratie, il doit y avoir des choses qui sont exclues par principe. Et encore une fois, quelle que soit la gravité de la menace. On nous dit, regardez, le pass sanitaire, ça fonctionne, c'est efficace. Le pass vaccinal, c'est efficace. Les gens ont été se faire vacciner. Mais le principe de l'efficacité ne suffit jamais à fonder une mesure en démocratie. Si on avait menacé tous les gens qui ne sont pas vaccinés d'être pendus haut et court, il ne fait aucun doute que tous les Français l'auraient fait. Est-ce que pourtant l'efficacité d'une telle injonction aurait suffi à la légitimer? La réponse est évidemment non. Ressaisissons-nous. Quand nous entendons le président de la République, garant de l'unité de la nation, dire que les non-vaccinés nous emmerdent, dire que les non-vaccinés mettent en danger la vie d'autrui. Mais alors, si c'est le cas, pourquoi ne pas rendre la vaccination obligatoire? Moi, je crois que ça ne se fonde pas d'un point de vue épidémiologique, puisqu'encore une fois, les vaccinés sont susceptibles eux aussi d'être contagieux. Donc là, nous sommes devant un sujet qui est complètement différent. À la limite, effectivement, des non-vaccinés qui sont à risque de faire une forme grave peuvent être considérés comme étant peu responsables dans leur comportement parce que le danger serait qu'ils encombrent demain les services de réanimation. Services de réanimation qui, soi-disant, sont surtout encombrés par l'incurie de ce gouvernement qui a réussi à faire fermer des lits de réanimation, y compris au plus fort de la crise. Et ça, pardon, mais c'est pas les Français qui en sont responsables. C'est les politiques de santé qui sont menées depuis plusieurs années dans notre pays, depuis bien longtemps malheureusement, qui ont conduit à la fragilité extrême de l'hôpital, au désespoir des soignants. Mais la vérité, c'est que si on regarde bien, il n'y a pas aujourd'hui une fréquentation des urgences, des services hospitaliers ou des services de réanimation qui soit supérieure à la moyenne des dernières années. Les urgences sont saturées, les services de réanimation sont saturés, mais ils le sont chroniquement. Et ça, pour le coup, encore une fois, ce ne sont pas les Français qui en sont responsables. Cette politique du bouc émissaire qui consiste à chercher un ennemi et qui consiste à désigner celui qui est figure de tous nos maux, elle permet facilement, trop facilement au gouvernement de s'exonérer de sa responsabilité. Mais je termine juste pour dire qu'au fond, quand on entend le président de la République employer des mots comme celui-là, alors on doit se demander si justement on n'est pas en train de perdre quelques repères essentiels pour notre vie démocratique. Je ne dis pas que nous avons perdu ce qui fait le sel de notre démocratie. Je dis qu'une démocratie en bonne santé, c'est une démocratie qui s'inquiète d'elle-même et que dans la période que nous traversons aujourd'hui, nous avons de bonnes raisons de nous inquiéter de notre attachement aux principes qui font une société libre. Arthur de Vatrigan. J'ai deux questions, une rapide, plus directe, c'est vous parliez d'obligation déguisée. Est-ce qu'il lui fallu faire une obligation vaccinale ou pourquoi pas par tranche d'âge ou plus ciblée? Et deuxième question, je vais faire l'avocat de Biya volontairement, en m'adressant au philosophe chrétien que vous êtes et à l'élu plutôt conservateur. Aujourd'hui, on a entendu notamment je vais mettre les anti-vax, les anti-pass et tout là, beaucoup de comme une inversion des valeurs en tout cas une inversion de ce qu'ils attaquaient avant. On a entendu mon corps m'appartient, donc c'est mon choix. On a entendu l'appel à l'état de droit. On a entendu la liberté comme valeur suprême. C'était plutôt des choses qui contestaient avant. Et en tant que
philosophe chrétien, est-ce que le bien commun ne commande-t-il pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les plus faibles, quitte à contraindre et à limiter les libertés des plus forts? Alors, d'abord, j'ai jamais prétendu être un philosophe chrétien. Je suis professeur de philosophie. C'est moi qui vous Il se trouve que je suis ça. catholique. En effet, c'est pas un mystère. Vous êtes philosophe et vous êtes catholique. Et tout à fait. Donc, ce qui ma question. Je suis professeur de philosophie, en effet, mais en aucun cas, ni dans l'un ou l'autre de ces aspects de mon engagement personnel, en aucun cas, la liberté n'est relative. La liberté, vous dites que vous avez été choqué de ce qu'on faisait de la liberté une valeur absolue. La liberté est effectivement quelque chose qui possède une valeur intrinsèque absolue. Et c'est tout l'héritage de notre civilisation fondée à la fois sur l'histoire de la philosophie, sur l'histoire de la tradition gréco-latine qui a fondé notre relation au monde et notre rapport à la loi. C'est toute l'histoire de notre civilisation fondée aussi sur ses racines judéo-chrétiennes que je crois il faut assumer comme telle, qu'on soit chrétien ou non. Toute l'histoire de notre civilisation nous a appris qu'effectivement, il y avait dans la conscience quelque chose d'inviolable et qui doit toujours être respecté. Et encore une fois, quoi qu'il arrive, qu'on soit en paix ou en guerre, qu'on soit en crise ou non, de toute façon, l'histoire des sociétés est faite d'une succession de crises. Et si les principes sont annulables au motif qu'on est en crise, alors c'est qu'on a très peu d'égards pour nos propres principes. Oui, la liberté est un principe fondamental, mais pas la liberté de faire n'importe quoi, bien sûr, évidemment. Vous séparez conscience et liberté dans ces cas-là, parce que évidemment que la liberté de conscience, c'est fondamental, mais là, je parlais de liberté. Et elle se joue, pardonnez-moi, faire... elle se joue quand même de manière absolument décisive dans le rapport à la médecine, dans le rapport à la santé et dans le rapport au corps. Bien sûr, je crois que le slogan qui consiste à dire « mon corps m'appartient » est réducteur, parce qu'en réalité, nous sommes un corps, et que faire du corps la propriété de l'individu, c'est, là je m'engagerai dans une conversation philosophique trop longue, faire du corps une sorte de propriété, c'est d'une certaine manière le réduire et le mépriser. Et je crois en revanche que mon corps n'appartient à personne d'autre, et qu'en particulier, il n'appartient pas à l'État. Et pardonnez-moi de le dire, mais je ne vois pas de contradiction entre cette affirmation et celle qui me paraît devoir être défendue dans un cadre démocratique. Je termine juste en disant que on n'est pas en train de violer des idées ou des convictions fantasmatiques d'une petite minorité. On est quand même en train de s'asseoir. On est en train de fêter l'anniversaire de la loi Kouchner, et Barbara Stiegler, qui est philosophe également, a fait une tribune magnifique dans Libération aujourd'hui pour dire au cœur de la loi Kouchner, il y a le consentement libre et éclairé du patient. Il y a un an, le Conseil de l'Europe écrivait que jamais la vaccination contre le coronavirus ne devrait être faite au mépris du consentement libre et éclairé du patient, que jamais il ne faudrait verser dans la stigmatisation de ceux qui rejetteraient cette prophylaxie. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil de l'Europe qui disait ça il y a un an. Aujourd'hui, on en arrive à dire, le président de la République en arrive à dire, j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. C'est-à-dire, l'idée que la société aurait un pouvoir sur nos corps, l'idée que il faut d'abord respecter des devoirs avant d'avoir des droits, l'idée d'ailleurs tout à fait incroyable qu'il faut respecter des devoirs avant d'avoir des droits, alors que la vaccination, encore une fois, n'est pas un devoir, elle n'a pas été rendue obligatoire, nous conduit à une situation de folie. Alors oui, évidemment, je m'insurge contre un discours purement individualiste, cynique, irresponsable, qui ferait de l'individu un atome isolé de la société. Et oui, évidemment, il faut prendre soin de respecter les termes de ce débat avec un scrupule infini et de ne pas tomber dans ce que vous disiez tout à l'heure, d'un côté comme de l'autre, la transformation de l'adversaire intellectuel en ennemi, ce serait évidemment une folie, mais je crois qu'on a quand même le droit et même le devoir de rappeler des principes qui me semblent indispensables. François-Xavier Bellamy, heureusement, la COVID ne représente pas toute l'actualité. Il y a autre chose que la COVID et le pass sanitaire et le pass vaccinal. Autre chose dans l'actualité ces jours-ci, et j'aimerais vous entendre sur cette question. Un colloque s'est tenu hier et aujourd'hui à la Sorbonne autour de la question de la déconstruction, du déconstructionnisme, du wokisme. On en parle beaucoup depuis un an et demi, à peu près un an en France, 2 ans aux États-Unis environ. Et vous avez assisté à ce colloque, vous en avez dit du bien, globalement. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce commentaire favorable à l'endroit de ce colloque, auquel participait d'ailleurs Jean-Michel Blanquer, mais aussi plusieurs intellectuels français tout à fait reconnus, des gens de différentes tendances. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce commentaire favorable par rapport à ce colloque contre le wokisme? D'abord, c'est plus largement que le wokisme, c'était un colloque.
pour tenter d'apporter une réponse à la déconstruction et pour rappeler la nécessité de préserver les libertés académiques qui sont fondamentales. Et vous voyez, je reviens à cette question de la liberté qui est aujourd'hui, je le crois, assez profondément menacée. Exactement d'ailleurs comme dans le débat que nous évoquions à l'instant, il y a une tentation sanitariste aussi dans le débat intellectuel, celle qui consiste à chasser les idées qui seraient considérées comme n'ayant pas droit de citer. Et d'ailleurs, ce colloque a fait l'objet d'une tentative d'annulation par des militants qui considéraient qu'il était indigne d'inviter des gens qui pourtant sont des intellectuels, des universitaires de premier plan, à tenir à la Sorbonne un colloque sur cette question de la déconstruction. La liberté aujourd'hui doit être absolument reconstruite dans notre monde universitaire. Et là encore, il est très inquiétant de voir à quel point la dérive est rapide. Il y a quelques mois seulement, un professeur un professeur de collège a été décapité pour un cours qu'il avait fait. C'était en France. Et Samuel Paty, dont la mémoire a été honorée dans cette cour de la Sorbonne, dans cette cour où justement l'université tient son travail depuis des siècles dans notre pays, me semble être d'une certaine manière la figure la plus violente de cette tentative d'annulation, d'éradication de tous les discours qui aujourd'hui sont considérés comme dérangeants simplement parce qu'ils rappellent la nécessité des principes universalistes que nous avons le devoir de défendre. Mais êtes-vous surpris de la rapidité de la révolution woke? Parce que plusieurs, il y a un an, disaient woke, ça doit être l'instrument de cuisine. Et là, aujourd'hui, c'est un terme qui, dans les milieux intellectuels, à tout le moins, politique, médiatique, on sait de quoi on parle. Êtes-vous surpris de la rapidité de cette nouvelle révolution culturelle? Je suis surpris surtout de la faiblesse des réactions qui lui sont opposées. De fait, elle n'a pas commencé avec l'apparition du terme. Derrière le mot de wokisme, il y a en réalité des tendances que nous voyons à l'œuvre depuis longtemps. Et c'est d'ailleurs une vieille maladie du débat intellectuel français que celui qui consiste justement à tenter de toujours... on se souvient du mot de Sartre, tout anticommuniste est un chien. Celui qui consiste à toujours chasser la pensée adverse comme étant la pensée d'un adversaire à détruire plutôt que d'un interlocuteur auquel il s'agit de répondre. Ce qui m'inquiète en revanche, c'est que malgré ce fait terrible que je rappelais à l'instant, malgré la mort de Samuel Paty, malgré les proclamations de défense de la liberté d'expression, de la liberté d'enseignement, en réalité, lorsqu'elle est directement attaquée, elle n'est pas réellement défendue, y compris par nos institutions. Je pense à ces professeurs de Sciences Po Grenoble qui ont été l'objet d'une campagne de harcèlement absolument terrifiante. Leur nom affiché sur les murs de leur établissement. Pour le professeur que je suis, c'est évidemment tout à fait marquant d'imaginer la gravité de ce qu'ils ont dû ressentir. Quand on s'engage dans l'enseignement, on ne s'engage pas seulement avec son intelligence, on s'engage aussi avec son cœur, avec le désir de transmettre le meilleur, et se retrouver ainsi dénoncé, se retrouver affiché, être menacé d'expulsion, devoir être placé sous protection policière parce que des étudiants ont dénoncé votre discours. En l'occurrence, il s'agissait seulement de contester l'idée d'islamophobie, de discuter une notion qui mérite d'être discuté dans le débat universitaire. Eh bien, ces enseignants-là n'ont pas, je le regrette de le dire, n'ont pas été défendus comme ils l'auraient dû par le ministère de l'Enseignement supérieur, par nos intellectuels, par nos universitaires, dans leur immense majorité, qui auraient dû se dresser pour faire rempart de leur autorité et dire jamais un professeur ne devrait être banni d'un établissement parce qu'on lui reproche la position intellectuelle qu'il défend. Lorsque cette position est argumentée, lorsqu'elle est solide, lorsqu'elle est sérieuse, lorsqu'elle est fondée sur des faits, il faut engager le débat. On peut être en désaccord, vous le disiez tout à l'heure, je partage avec vous cette conception magnifique du pluralisme. Il est très bon que dans une société démocratique, il y ait des opinions divergentes, différentes, une diversité de points de vue qui s'expriment, mais en revanche, il est évidemment dangereux, quel que soit le point de vue qu'on adopte, de tenter de chasser certains de la possibilité même de s'exprimer dans le lieu où ils sont pourtant légitimes pour le faire. 3 minutes. Alors justement, vous êtes une figure centrale de votre famille politique, les Républicains, et dans l'actualité, il y a aussi, à ce qu'on dit, bientôt une élection présidentielle. Valérie Pécresse a annoncé cette semaine que vous rejoignez sa campagne, à tout le moins sur l'organigramme de campagne sur des questions européennes, mais à moins que je ne me trompe, ni sur Twitter, ni sur Facebook, ni ailleurs, vous n'avez vous-même témoigné de cet engagement, vous nous êtes engagé dans sa campagne. Est-ce que vous êtes aujourd'hui engagé dans la campagne de Valérie Pécresse pour l'élection présidentielle? Moi, j'ai été élu et on m'a confié la mission de porter la liste des Républicains à l'élection européenne il y a maintenant 2 ans et demi.
c'était une immense responsabilité. Mon travail aujourd'hui, mon travail fondamental comme chef de la délégation que je conduis au Parlement européen, c'est de suivre tous ces sujets qui vont être cruciaux pendant la campagne présidentielle. Et c'est la raison pour laquelle je suis responsable pour notre famille politique de suivre la présidence française de l'Union européenne qui va avoir lieu pendant les 6 mois qui se dérouleront à partir de maintenant. Je pense qu'il faut que les Français sachent, mesurent à quel point ce moment est clé. C'est une faute très grave d'Emmanuel Macron d'avoir maintenu l'agenda de cette présidence française de l'Union européenne alors même que nous allons être en pleine campagne présidentielle. Une faute grave parce qu'une présidence de cette nature, ça n'arrive qu'une fois tous les 13 ans. C'est une fenêtre de tir très rare pour faire avancer les priorités de notre pays, pour faire entendre sa voix dans les instances européennes. Et c'est, je crois, évidemment très dommageable que cette présidence ait lieu alors même que nous serons en pleine campagne présidentielle, c'est-à-dire consacrée, et c'est tout à fait normal, sur les grands enjeux qui se présentent à nous. Donc moi, je ne suis pas là pour faire de la communication, je suis là d'abord pour agir, et la mission qui m'a été confiée en effet, c'est celle qui consiste à faire entendre la voix de notre famille politique dans cette présidence française de l'Union européenne, à préparer la suite d'ailleurs, parce que l'élection présidentielle aura lieu en plein milieu de cette présidence, il faut se préparer à en reprendre la responsabilité lorsque l'élection présidentielle aura eu lieu, et c'est la raison pour laquelle je vais mener ce travail-là, pas tout seul, bien sûr, avec toute la délégation qui m'accompagne au Parlement européen, avec tous les élus qui m'entourent. Je crois que cette mission, moi, je n'ai rien demandé de particulier, je n'ai pas souhaité de poste ou de place. J'ai dit qu'il me semblait nécessaire de s'engager sur ce sujet, et c'est le travail que j'essaierai de conduire, encore une fois, avec mes collègues dans les 6 mois qui viendront. Je ne suis pas certain d'avoir compris si vous soutenez la candidate Pécresse dans les circonstances. Je devais vous clarifierai votre position dans les temps à venir. Mais sur la question fondamentale, au-delà du candidat l'un l'autre, quelle est la question centrale de cette présidentielle pour vous aujourd'hui? C'est la question de l'Europe, c'est la question sanitaire, ou fondamentalement, c'est la question, comme disent certains, de l'existence même de la France? Il n'y a pas de clarification. Enfin, encore une fois, c'est tout simple. Hein. Je vous ai répondu. Il n'y a aucune ambiguïté. La question centrale de cette élection, me semble-t-il, c'est la question au fond, de la possibilité que nous aurons de transmettre ce que nous sommes, de faire vivre la France. On le voit bien d'ailleurs, hein, c'est une question qui préoccupe les Français, et les sujets que nous avons évoqués ce soir en font partie. Que signifie être français et comment faire vivre ce que nous sommes, comment reconstruire l'unité d'une nation, l'unité d'un pays qui est aujourd'hui si profondément fracturé. Je crois que c'est le défi qui est devant nous, bien sûr. Merci infiniment pour votre présence ici aujourd'hui. Merci à vous. Un grand merci à vous, François.